dans la dure bataille pour la reconstruction du Congo, la victoire est à notre portée. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information et merci de nous prêter votre attention. Notre pays est victime d'une agression étrangère. Voici 322 jours, toute notre compassion aux victimes de cette guerre injuste. Le président de la République a reçu hier Mme Bizandré Amina Ali. Elle est secrétaire générale de la Commission nationale nigériane de la francophonie. Cette diplomate est porteuse d'un message du président du Niger à son homologue congolais Joseph Kabila Kabange. Images et commentaires, Paul Bassilois. Niamey et Kinshasa entretiennent d'excellentes relations diplomatiques. C'est dans cette dynamique de coopération bilatérale que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a reçu à son bureau de travail de Gombe le mardi 19 février 2013 dans la matinée l'envoyé spécial du président nigérien, porteur d'un message, Madame l'ambassadeur Bazindre Amina Ali Djibo, secrétaire générale de la Commission nationale nigérienne de la francophonie. Sa première visite officielle en terre congolaise s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays francophones qu'abritera Niamey d'ici peu, comme l'affirme la diplomate nigérienne en mission à Kinshasa. Mes impressions sont très bonnes. C'est un grand et beau pays, et francophone et frère aussi, avec lequel nous partageons donc des valeurs et des idéaux de fraternité et de solidarité au sein de notre espace, comme vous savez, notre espace commun, la francophonie. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de la République, Joseph Kabila. J'étais venu lui porter un message de son frère et ami, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger. Comme vous le savez, donc le Niger va abriter du 4 au 8 mars prochain la conférence des ministres de la jeunesse et des sports ayant en commun le français. Donc j'étais venu rendre compte au président de la République de l'état d'avancement de l'organisation de cette session, entretenir également des relations de coopération très fructueuses entre notre pays et la République démocratique du Congo. Poncien Tshisungu nous parle de la poursuite des contacts préliminaires en perspective du prochain dialogue national. Le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a reçu aujourd'hui les délégations des LUSOR, Union sacrée de l'opposition radicale et alliée, ainsi que les associations des universités privées agréées. La délégation de l'Association des universités privées agréées était conduite auprès du président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle par son comité exécutif national. Comme société savante, les délégués de l'AUPA ont suggéré à l'honorable Ben Minakou la méthodologie d'organisation du prochain dialogue national, tout en laissant à son initiateur, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, la latitude d'en fixer l'objectif. Ces contacts préliminaires dans la perspective des consultations étaient ce mercredi une occasion pour les représentants de l'Union sacrée de l'opposition radicale et alliée de rencontrer le président de l'Assemblée nationale. Ils ont échangé avec l'honorable Ben Minakou sur les apports afin de restaurer la cohésion nationale et faire échec à tout projet de balkanisation de la République démocratique du Congo. Ils ont émis le vœu de prendre part à ces consultations le moment venu. Le président de l'Assemblée nationale et le secrétaire général de l'AMP a eu des entretiens, toujours dans le cadre de ces contacts préliminaires, avec les anciens députés nationaux de la première législature de la Troisième République. Ces parlementaires honoraires ont édifié l'honorable Aubin Minakou sur les points saillants en termes d'autopsie des problèmes majeurs pour une paix durable en République démocratique du Congo. De la primature, nous apprenons que le Premier ministre Matata Ponyo a ouvert cet avant-midi les travaux du colloque sur la vie de l'artiste musicien Luambo Makiadi et c'était à l'occasion du 23e anniversaire de sa mort. Guy Matundu. Soki asiliki, ngai na bondeli. Koma. Soki na bondeli,
ekomi koluka nafuta bamonde na famille mwasi na bala na mosolo nafutelaka ye bamonde bandeko mama oh mama. La nation n'oublie jamais ses fils les plus méritants. En termes de mérite, il n'y a pas de ségrégation sociale. C'est le cas de Luambo Makiadi qui a commencé au bas de l'échelle pour devenir un monument adulé par le monde entier. Parmi les soucis du gouvernement de la République, c'est justement d'honorer ces fils et filles qui ont porté au-delà des océans et des mers la voix du Congo. Au cours de ce colloque, historiens, chercheurs, musicologues, sémiologues, journalistes venus du monde entier vont disserter sur ce virtuose qu'est Franco Luambo Makiadi. Dès l'entame du colloque, le Premier ministre chef du gouvernement Matata Pognon a invité les musiciens à intégrer le système économique national et d'être fiers de leur métier avant de vanter les qualités exceptionnelles de celui que les mélomanes appelaient grand maître. De ce chef d'œuvre qui aujourd'hui, plus de 20 ans après la mort de l'artiste, continue à vibrer par leur exceptionnelle qualité, comme si elle venait d'être composée aujourd'hui. Des chansons comme Mario, Mamou, Chacun pour soi, ou encore D'ailleurs, nous interpellent aujourd'hui. À chaque instant qu'on les écoute et nous font penser à Luambo Makiadi, dont on aurait eu besoin aujourd'hui pour peut-être peindre la démocratie qui se fait aujourd'hui d'actualité. C'est pour cette raison que sous le leadership du chef de l'État, président de la République, les gouvernements organisent cette série de manifestations pour honorer la mémoire de ces illustres personnages. Mais aussi, et c'est le plus important, je le souligne, pour combler les vides du patrimoine culturel et musical de notre pays. C'est aussi, et c'est bien que le jeune soit là, pour encourager ceux qui ont choisi la musique comme leur profession, pour qu'ils comprennent que l'on peut s'élever par n'importe quel métier, pourvu qu'on le fasse très bien, qu'on le fasse de manière excellente et qu'on le fasse au profit des autres. Nous savons aujourd'hui que notre musique nourrit l'industrie du disque sur les continents et bien au-delà, sans que les artistes congolais, qui n'ont d'autre source de revenus que la pratique de l'art, ne fassent véritablement partie intégrante du système économique de notre pays. Il s'agit donc d'une véritable révolution à opérer et dont ces colloques ne constituent qu'un début. Le métier d'artiste, musicien, doit être arraché aux clichés communément inscrits dans les collectifs populaires de notre pays. Cette jeunesse qui la pratique aujourd'hui doit pouvoir disposer de modèles en lesquels elle peut s'identifier tout en s'épanouissant. Pour le ministre en charge de la culture, Baudouin Banza Moukalay, les jeunes doivent s'approprier ce patrimoine national qu'est Franco, en imitant son esprit de créativité. Quel que soit l'âge auquel ils sont morts, les fils et filles les plus brillants de la nation forcent toujours l'admiration de leurs compatriotes. Otinda bandeko na yo ya mibali bakalenga Sima oloba na mobalinga nazali léger Kaka nazali cigarette albe Nazali cigarette à volonté o mama munuwe Omba bomba mame Kala tala tala mobali na yo Kabomba mata. Le gouvernement veut mettre fin à la série de grèves des transporteurs des véhicules sur la nationale numéro 1. Le ministre de l'économie, ses collègues des transports et de l'emploi ont eu une séance de travail avec les syndicalistes des transporteurs à ce sujet, nous dit Pierre Mbouillou. 3 ministres du gouvernement, Jean-Paul Nemoya Tobagebole de l'économie et commerce, Justin Kalumba Mwanangongo des transports et voies de communication, Modeste Bati Lukwebo de l'emploi, travail et prévoyance sociale, ont présidé conjointement une séance de travail à l'intention des syndicats des transporteurs de gros véhicules et de leurs employeurs.
Cette question transversale du gouvernement a permis à l'assistance tout entière de passer en revue la nouvelle grille de salaire et de frais d'émission des chauffeurs et des convoyeurs. La réunion que nous avons tenue, c'était de voir exactement où est-ce qu'on en est avec l'application des mesures qui avaient été prises. Les entreprises nous ont fait comprendre que le processus de la paye suit un cours tel que c'est seulement à la fin du mois qu'on peut se rendre compte si réellement il y a eu application ou pas de ces mesures. La grève, non pas seulement dans ce secteur, mais comme dans tous les autres secteurs, a toujours eu un impact négatif sur l'activité économique. C'est pourquoi nous avons pris des précautions pour que cette grève-là n'ait pas lieu, et je pense que nous sommes aboutis à un compromis au niveau des partenaires. J'ai la conviction que cette grève est devenue sans objet. À l'issue de la séance de travail, les 3 ministres ont pris l'option de signer un arrêté interministériel qui va réglementer le secteur des transports en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, le gouvernement a pris l'engagement, avec l'appui de partenaires internationaux, de réaliser des projets de développement en faveur de la population de la province de l'Équateur. C'est le message que le ministre de l'Intérieur a apporté aux communautés de Sud-Ubangui lors de son passage dans cette partie du pays. Regardez. Les différentes communautés du Sud-Ubangui ont fumé les calumets de la paix sous les bons offices du ministre de l'Intérieur, Richard Muyej Manguez-Mons. Ignélé, Bamboma, Monzombo et les Munzaya ont conclu un pacte intercommunautaire qui se résume dans la culture de la paix. L'intérêt de tous, c'est le ministre de l'Intérieur. Richard Muyej Manguez-Mons l'a exprimé au cours de sa rencontre avec les délégués des communautés locales, les humanitaires et ceux des agences du système des Nations Unies. Je suis heureux et en m'adressant à toutes ces communautés, je leur ai dit qu'ils constituent désormais une référence. Et je sens à travers leurs déclarations, je parle des communautés, la sincérité et la détermination d'aller jusqu'au bout. Et nous allons, puisque c'est un processus, nous allons poursuivre l'encadrement de ce processus pour qu'il aille à bon port. Cette réconciliation intervient après 3 ans de conflits sur la paternité des étangs piscicoles et les limites des terres. Quelques élus nationaux croient à la sincérité des accords signés. Les gens de l'Équateur sont toujours des gens très sincères, très directs et très ouverts. Donc ce que nous avons vu aujourd'hui, cette cérémonie traditionnelle, je dirais même un peu mystique, de réconciliation des communautés, est un acte tout à fait sincère, posé à leur manière, mais sincère. Et moi je pense que c'est un bon signal, même pour les autres communautés des autres provinces, qui répondent ainsi également à la cohésion qu'évoque le chef de l'État. Lorsqu'ils ont voulu commencer cette cérémonie, je pleurais. Je confiance à mon Dieu, j'ai vite compris que non. Ce qu'ils ont posé comme acte, ça va au cœur. C'est-à-dire que cette signature, c'est déjà une victoire, que le chef de l'État lui-même s'est impliqué personnellement pour que la paix revienne dans mon territoire. Je suis convaincu, c'est sincère. En tout cas, l'ambiance était de fête et la population de s'en réjouir. Au ministère du Plan, l'heure est à l'identification du thème principal du rapport national sur le développement humain 2012. Le coup d'envoi des travaux était donné par le ministre Célestin Vounabandi. La réunion technique d'identification du thème principal du rapport national sur le développement humain 2012 a été présidée par le ministre du Plan et suivie de la mise en œuvre de la révolution de la modernité. En présence d'un échantillon des acteurs de la société civile de la République démocratique du Congo et le représentant du directeur pays du PNUD, les différents intervenants ont suivi avec attention soutenue la présentation du processus du rapport national sur le développement humain 2012. Car malgré ces immenses richesses naturelles et les progrès réalisés ces dernières années par le gouvernement de la République dans les domaines de la croissance et de la stabilité macroéconomique, la RDC continue d'être en proie à une instabilité généralisée. Car malgré ces immenses richesses naturelles et les progrès réalisés ces dernières années par le gouvernement de la République dans les domaines de la croissance et de la stabilité macroéconomique, la RDC continue d'être en proie à une instabilité généralisée, pensent ces experts.
En conséquence, le pays connaît un état de développement caractérisé par les indicateurs de développement humain et social les plus faibles du monde, 187e de 187 en 2011, et la pauvreté demeure généralisée avec plus de 70% des Congolais qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Après ce discours d'ouverture de l'atelier par le ministre Célestin Vunabandi Kanyamihigo, les discussions des participants ont consisté à l'identification du thème et à la mise en place des comités qui vont sillonner le pays pour récolter des données. La fiche de proposition a préconisé comme thème 1. Cohésion sociale et développement durable en RDC, 2. Développement local et défis de la décentralisation, 3. Pour un impact social du secteur minier et la promotion d'une agriculture productive, source alternative de croissance, 4. Sida et défis du développement pour la RDC et 5. Corruption et développement de la RDC. Puisque nous sommes au ministère du Plan, sachez que le ministre Célestin Vunabandi organise demain, jeudi 21 février 2013, à l'hôtel Vénus à 9 h, une matinée d'échange sur l'état des lieux des efforts menés par le gouvernement de la République dans les domaines des climats des affaires et des investissements. Les sénateurs, les députés, les juristes, les experts et différents domaines prendront part à cette rencontre. Une trentaine de décès et de nombreuses maisons écroulées, c'est le bilan de la catastrophe naturelle survenue au village du Nord et du Sud Kivu. Et c'est le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Affaires sociales plutôt, qui est allé au chevet des victimes. Dada Chabani. Par la situation géographique, certains villages du Nord et du Sud Kivu sont situés sur les chaînes des montagnes, dans les zones sismiques et au corridor des vents violents, mettant en péril les populations qui y habitent. Il s'agit de Bouchouchou au Sud Kivu, Isale et Kalimaolé au Nord Kivu. Malgré cela, certains peuples ont bravé les risques en érigeant des maisons sur les versants de ces montagnes. Conséquence, les tremblements de terre, les glissements de sol ainsi que les pluies diluviennes survenues il y a quelque temps sur cette partie de la République ont occasionné l'écroulement des maisons et des décès d'une trentaine de personnes. Des dizaines de victimes autres sont encore sous les décombres. Pour porter secours aux rescapés, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Charles Nawej Mundele, est allé sur ces différents sites. Question d'évaluer l'ampleur du dégât. Il a saisi l'opportunité pour instruire les autorités provinciales de délocaliser cette population et de rendre les nouveaux sites viables. La politique du gouvernement actuellement, c'est plus axé sur la prévention. On préfère intervenir dans la prévention que quand il y a des catastrophes. Le fait de relocaliser les gens d'un site dangereux vers un site viable est une très très bonne initiative de la mairie de la ville et nous comptons accompagner cette initiative, mais nous voulons assez que la population puisse s'impliquer aussi, puisque ce n'est pas que le travail du gouvernement, il faudrait qu'il y ait aussi une participation locale. Il a aussi insisté sur la sensibilisation sur la prévention des risques liés aux catastrophes. Délégué par les ministres, le secrétaire général aux affaires humanitaires, Laurent Tchelou, a remis des kits de réinsertion sociale et les frais funéraires aux familles de toutes ces victimes. Un accord de coopération économique et technique vient d'être signé entre le gouvernement congolais, représenté par le ministre des Affaires étrangères, et la Chine par son ambassadeur pour un montant de 9 millions de dollars. Pour sa part, le vice-ministre Tundayaka Sende a pris langue avec l'ambassadeur du Maroc en poste à Kinshasa. L'accord de coopération économique et technique d'un montant de 9 millions de dollars américains entre la RDC et la Chine atteste de la consolidation de la coopération entre la RDC et la Chine. Les deux pays étaient représentés respectivement par Raymond Chibandantunga Moulongo, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, et Wang Yingwu, ambassadeur de Chine en RDC. Ce montant est offert à titre de don à la RDC. C'était en présence du vice-ministre de la coopération internationale et régionale, Dismas Mangbengu. Avant cette cérémonie de signature, les chefs de la diplomatie congolaise s'est entretenu avec le représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines, l'ambassadeur Zhong Jianhua, qui lui a transmis les messages de son homologue. Les chefs de la diplomatie chinoise s'est acquis de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et a réaffirmé l'appui multiforme de la Chine au gouvernement de la RDC pour la stabilisation de cette situation. Avec le secrétaire d'État Mahdi Amer du ministère égyptien des Affaires étrangères en charge du bassin du Nil, en visite de travail à Kinshasa, on a parlé du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre Kinshasa et le Caire. La délégation égyptienne a saisi cette opportunité pour transmettre un message de soutien à la RDC
face à la situation dans l'Est de la RDC. L'ambassadeur du Royaume de Belgique, Lancheko Michel, a réaffirmé au ministre Tshibanda le soutien de Bruxelles à Kinshasa. La question de la paix et de la sécurité dans l'Est de la RDC, ainsi que l'accord cadre sur la paix durable dans l'Est de la RDC ont été abordés. Sur ces mêmes thèmes de coopération, le vice-ministre des Affaires étrangères, Maître Célestin Toundayaka Sende, a échangé avec l'ambassadeur du Maroc en RDC, Mohamed Ben Kadour. Les deux personnalités ont passé en revue l'état de coopération entre les deux pays, qui du reste est excellente. Pour l'instant, il est question de donner un nouvel élan dans plusieurs secteurs pour l'intérêt des deux peuples. Outre ces sujets, les deux personnalités ont évoqué la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Maître Tounda a fait part à son hôte des efforts déployés par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour la restauration de la paix au Nord Kivu. Au sortir de l'audience, le diplomate marocain a condamné tout soutien extérieur au M23. Dans le reportage que vous allez suivre tout à l'heure, Agathe Makila nous fait le résumé des activités du ministre de Téléphone, de Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, Trifon Kinké Moulumba. Une journée dominicale mise à profit par le Parti pour l'Action pour sa matinée politique de rentrée à la foire internationale de Kinshasa. La grande salle de la Fikine, archi-comble, plus de 10 000 personnes, bravant les soleils du dimanche, sont venues s'abreuver à leur source idéologique. Question de s'armer politiquement face aux enjeux du moment. À ces militants du Parti pour l'Action se sont joints les partenaires de cette formation politique, les députés nationaux, les membres du gouvernement. Dans cette ambiance de retrouvailles, les militants du Parti pour l'Action ont été édifiés sur le thème face aux défis majeurs auxquels la nation fait face. Tous ensemble derrière Joseph Kabila. Tour à tour, le secrétaire exécutif fédéral de Kinshasa, le professeur François Tchonga, le secrétaire général de cette formation politique, Joseph Ibongo, et la présidente nationale Mireille Ngingi Kinke ont invité la population congolaise, toutes tendances confondues, à la concorde, la cohésion nationale, à l'appropriation des valeurs telles que la paix, la bonne gouvernance, la justice, la démocratie, valeurs préconisées par l'autorité morale de la majorité présidentielle. L'autorité morale du Parti pour l'Action, le ministre des Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, Trifon Kinké Moulumba, qui s'est inscrit dans la même logique, a donné l'essence de cette matinée. Nous sommes aujourd'hui peut-être dans une situation d'attaque majeure qui implique un état d'exception et peut-être un état d'urgence et pourquoi pas un état de siège. En son article 85, la Constitution de la République stipule, je cite, « Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national ou qu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège. L'actualité, c'est aussi la tenue à Kinshasa de la 8e session ordinaire du COPIREP. Regardez. Voilà. Toutes nos excuses pour ce petit désagrément. Je disais que l'actualité, c'est aussi la 8e session du COPIREP ouverte aujourd'hui à Kinshasa à travers ces images commentées par Agathe Makila. Nous allons découvrir avec vous ce communiqué de la Cour suprême de justice. Eh bien, tous les juges assesseurs des tribunaux de paix de la ville de Kinshasa sont conviés à la réunion de service que le premier président de la Cour suprême de justice tiendra à leur intention le vendredi 22 février 2013 à partir des 10 heures dans la salle d'audience de la Cour suprême de justice. La présence de chacun est obligatoire. Ces communiqués portent la signature du président du Conseil supérieur de la magistrature, Jérôme Kitoko Kimpele.
L'actualité, c'est la tenue à Kinshasa de la 8e session ordinaire du COPIREP. Cette session va déterminer le renforcement structurel et opérationnel de la pêche en Golfe de Guinée. Les commissions régionales des pêches du Golfe de Guinée ont été ouvertes ce mardi à Kinshasa par le directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, représentant le ministre, le professeur Alexis Makumiaveri. Relayant le ministre dans ce discours, il a relevé que le secteur des pêches et de l'aquaculture occupe une place de choix dans le plan national de développement socio-économique au regard de l'important potentiel halieutique des eaux intérieures. Le bassin du fleuve Congo couvre plusieurs pays représentés dans cette salle, d'où l'intérêt que nous accordons à la COREP en tant qu'instrument devant faciliter les actions de coopération halieutique dans notre sous-région. L'administrateur du COREP, Emmanuel Sabouni, introduisant le président du comité technique, Daniel Amboulou, a rappelé les conclusions importantes attendues de cette 8e session par les ministres. Le Conseil des ministres de la Corée va se réunir en session ordinaire pour statuer sur de nouvelles orientations devant permettre la poursuite du processus de dynamisation de la Corée. Concernant le programme PAF-NEPAD d'appui à la Corée, nous nous étions convenus qu'il fallait rassurer nos partenaires en finalisant et en validant les fiches économie et pêche de l'Angola, du Congo, de la République démocratique du Congo et de la Guinée équatoriale. Là, le commissaire général de la police nationale congolaise, Charles Bisengimana, revient d'une mission de travail en Turquie et c'est dans le cadre du partenariat entre la police de la RDC et de la Turquie. Christine Lenzo. C'était une tournée de travail de près d'une semaine que le commissaire général de la police nationale congolaise a effectuée en Turquie. Le général Charles Bisengimana a à cette occasion rencontré les chefs de la police turque dans la perspective du lancement de la coopération dans leur secteur concernant notamment la formation, les échanges policiers, la dissémination de l'information, la lutte contre les différentes formes de criminalité et toute autre forme de coopération estimée nécessaire par les deux parties, à l'instar des différentes réunion au cours de laquelle il a parlé du fondement de sa police. Le directeur général de la police nationale turque, Mehmet, a amené son homologue congolais, Charles Bisengimana, à visiter différentes structures composant sa police qui a un effectif de 250 000 agents pour lui permettre de se faire une idée sur cette future coopération. Ils ont tour à tour visité l'Académie de police turque, les laboratoires scientifiques, le département national de la sécurité et celui de l'ordre public. Cette visite s'est clôturée à l'unité anti-émeute d'intervention de la ville d'Ankara. Il est à noter que cette académie regroupe en son sein 28 collèges de police répartis sur tout son territoire national, une faculté des sciences de la sécurité et de beaucoup d'autres centres et instituts de sciences et de recherche. La Turquie s'est dite prête à offrir des bourses d'études aux officiers de la police congolaise dans les différentes branches antiterrorisme, les renseignements généraux, l'investigation criminelle et autres. À l'issue de sa visite, le général Charles Bisengimana a pu faire un bref aperçu sur la PNC, la réforme en cours, les besoins et autres défis auxquels elle fait face afin d'atteindre les standards internationaux exigés à toute police moderne. Séance tenante, le commissaire général de la police nationale congolaise a présenté un cahier de charges des besoins en équipement de gestion des foules pour un premier temps, soulignant que la police nationale congolaise a plus besoin de la coopération dans le domaine de la formation et des échanges afin d'être à mesure de lutter contre la criminalité sous toutes ses formes. Avant de regagner Kinshasa, la délégation de la RDC a eu droit à la visite des différents vestiges de l'Empire ottoman et de la naissance de la Turquie moderne fondée en 1923. Les femmes de confession religieuse ont rencontré aujourd'hui Madame le ministre du Genre, Geneviève Inagosi Bouloïbambi Kassongo. Elles ont voulu avoir des orientations précises du gouvernement en ce qui concerne l'organisation de la journée de 8 mars. Betty Amani.
La Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année, n'est pas à réduire au seul port de pagne et au défilé. Annonce faite par la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagosi Kasongo, aux femmes des associations féminines, des confessions religieuses et de la société civile au cours d'une matinée d'échange à la salle polyvalente du dit ministère. Cette journée vaut son pesant d'or dans la sensibilisation, l'éducation, les conférences, ateliers de formation et d'information, les lobbying, les plaidoyers, les séminaires de réflexion et surtout dans la campagne de changement des comportements qui est un processus long et lent. Nous sommes un pays, nous constituons un corps. Quand une partie de notre corps est malade, c'est tout le corps qui doit descendre. Nous avons voulu exprimer cette solidarité, cette compassion envers la population de l'Est. Et également réfléchir sur notre condition. Je suis contre qu'on instrumentalise la femme, qu'on réduise la femme au pagne. C'est ça mon combat et qui doit être notre combat à tous. Cette communication de la ministre du Genre a été bien perçue par les femmes qui ont pris l'engagement d'accompagner les gouvernements congolais dans le processus de vulgarisation, d'éducation et communication à travers des réflexions, des actions concrètes, surtout dans la campagne sur l'éducation à la citoyenneté. Pour ce faire, ces femmes ont convenu d'organiser un culte écuménique et la collecte en faveur des victimes de l'Est. Parlons finances. Les directeurs de la DGI étaient en séminaire sur la consolidation des réformes en matière fiscale et la réalisation des assignations de l'exercice 2013. C'est le vice-ministre des Finances qui a ouvert ces travaux, Roger Choulungou. C'est ce mercredi 20 février 2013 que le vice-ministre de Finances, Roger Choulungou, a ouvert le séminaire des directeurs des impôts à l'hôtel Memling. Le thème choisi cette année est la consolidation des réformes en matière fiscale et la réalisation des assignations de l'exercice 2013 du 20 au 23 février. Pour le vice-ministre, au début de chaque année, ce séminaire est organisé pour évaluer la marche de l'entreprise. Roger Choulungou a, au nom du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances, formulé les recommandations aux séminaristes dont la promotion du civisme fiscal, de réfléchir dans la ligne droite du gouvernement qui attend construire un Congo fort financièrement en redoublant les recettes plus que l'année précédente. Pour le directeur général des impôts, Dieudonné Lokadimo, ces séminaires, c'est pour évaluer la marche de l'administration de l'année précédente et peaufiner les stratégies et actions à mener pour atteindre les assignations de la nouvelle année 2013. Pendant 4 jours, les séminaristes vont relever plusieurs défis au cours de cette année, entre autres la maîtrise du répertoire des contribuables, les renforcements de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, particulièrement en matière des taxes sur la valeur ajoutée. Le thème retenu concerne la consolidation des réformes en matière fiscale et la réalisation des assignations de l'exercice 2013. L'examen proprement dit de ce thème sera précédé par une évaluation des recommandations du dernier séminaire des directeurs intervenu au mois de mars 2012 à l'hôtel Vénus et une analyse rigoureuse du fonctionnement de la DGI en 2012 de manière à dégager les points forts et les points faibles. Désormais, les entreprises de téléphonie cellulaire seront impliquées dans l'opération bancarisation de la paie des fonctionnaires de l'État. Ainsi en a décidé le gouvernement. Un accord interne vient d'être signé entre l'Association congolaise des banques et des entreprises de télécommunications. Après la formalisation par des accords sur l'opération bancarisation de la paie des fonctionnaires de l'État signée entre le gouvernement et l'Association congolaise des banques, c'est le tour aujourd'hui des entreprises de téléphonie cellulaire de s'y impliquer à travers le système de mobile banking. Ainsi, tel qu'annoncé par le vice-premier ministre, ministre du Budget, les entreprises du secteur de la télécommunication constituent dans cette opération le troisième partenaire. Les banques vont recourir aux sociétés de téléphonie cellulaire pour bénéficier de leur technologie sur la paie des fonctionnaires et atteindre ainsi l'ensemble du territoire national, même là où n'existe aucune banque. C'est le sens qu'il faut donner à la signature du présent accord entre les deux parties. Pour le président de l'ACB, Michel Losembe, il s'agit d'un grand pas dans le système de bancarisation de la paie des fonctionnaires. La réintermédiation des finances de la RDC est un objectif important.
Et la réussite du programme de la rebancarisation des fonctionnaires est un programme important et qui va servir de projet phare pour la réintermédiation de toutes les transactions et de toute l'économie. La représentante des opérateurs du secteur de télécommunications, Mme Mireille Kabamba, a estimé que cette implication sécuriserait l'opération bancarisation et permettrait de formaliser les activités du secteur informel. Qui, on le sait, va pouvoir aider le gouvernement non seulement pour la bancarisation d'un plus grand nombre de personnes, mais aussi pouvoir faire en sorte que l'informel pénètre dans le formel. Avec l'implication des entreprises de téléphonie cellulaire, le gouvernement aura gagné son pari de la bancarisation avec facilité d'atteindre le fonctionnaire œuvrant dans n'importe quel recoin du pays. La problématique de l'exploitation des hydrocarbures en République démocratique du Congo, c'est le thème d'un atelier qui se tient depuis ce matin au Centre interdiocésain de Kinshasa, atelier organisé par le Fonds mondial pour la nature, nous dit Nene Mainzana. L'atelier national de la société civile du secteur ressources naturelles sur la problématique de l'exploitation des hydrocarbures en RDC permet de faire un état des lieux et perspectives du secteur. C'est pour la contribution au développement, à la préservation de l'environnement et à la construction d'une paix sociale durable. Il permet notamment d'évaluer les impacts positifs et négatifs de l'exploitation du pétrole sur l'homme et la biodiversité, de connaître l'évolution de l'exploration du pétrole au parc national de Virunga et du gaz au lac Kivu. Les participants vont travailler pendant des jours pour proposer au gouvernement une vision socio-économique et environnementale afin de lutter contre les enjeux liés au changement climatique et au développement durable, comme l'a souligné Joseph Bobia, coordonnateur du réseau ressources naturelles. Raymond Lumbwenamo, directeur national du Fonds mondial pour la nature, estime que la RDC devrait élaborer un plan d'aménagement du territoire national pour éviter les conflits dans la gestion des ressources naturelles. Comme participants, les représentants du Nord Kivu, du Katanga, de l'Équateur du Bas-Congo, WWF, UNESCO, le ministère des hydrocarbures et ses partenaires pétroliers, SENCO, la société civile UNESCO, Congo-Brazzaville et Cameroun, tous vont échanger sur les expériences d'exploitation pétrolière dans la sous-région. L'Institut national de préparation professionnelle, INPP, vient de signer un contrat avec le Japon pour la construction d'un nouveau bâtiment d'une grande capacité d'accueil. Pascal Kossi nous en parle. C'est à Tokyo, au Japon, que s'est tenue les séances de soumission dans le cadre du projet d'aménagement de la direction provinciale de l'Institut national de préparation professionnelle INPP Kinshasa. En présence du ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Modeste Bati-Lukwebo, en compagnie du directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle INPP, Maurice Chikuya Kayembe, l'entreprise Ogawa Seiki a été retenue au détriment des Sirius Corporation pour l'offre des équipements. Quant aux infrastructures, Dai Nippon Construction s'est vu offerte le marché après le désistement de Kitano Construction. Après ces contrats, s'en est suivi les visites des centres de formation professionnelle de Funabashi et du centre de développement de compétences professionnelles avancées spécialisé dans les formations des formateurs. C'est à l'ambassade de la République démocratique du Congo au Japon que les signatures de ces contrats ont eu lieu entre d'une part l'INPP et Dai Nippon Construction et d'autre part l'INPP et Ogawa Seiki. Les travaux de construction de ces nouvelles infrastructures vont durer 18 mois. Pour le DG Maurice Chikuya Kayembe de l'INPP, c'est un grand jour pour l'INPP et pour la RDC. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo et du Premier ministre Augustin Matata Ponyo, je dis sincèrement merci pour ce don, un don précieux que vous donnez au peuple congolais. Nous avons compris qu'il faut mettre l'accent sur la formation professionnelle, sur l'enseignement technique et grâce à la coopération japonaise que nous remercions très sincèrement la JICA, qui est donc l'agence japonaise de coopération internationale.
Le réseau national des défenseurs des droits de l'homme est favorable au dialogue national en République démocratique du Congo. Son président s'est exprimé au cours d'un point de presse animé hier au siège de Renadoc. Au cours de cette conférence, le Renadoc a affirmé qu'il était temps de mettre un terme au cycle de violence et de violations des droits de l'homme et permettre ainsi au pays de poursuivre son décollage économique et sa reconstruction pour le bien-être de tous. Le Renadoc, qui salue l'initiative du chef de l'État d'engager des pourparlers entre filles et fils du Congo en vue d'une cohésion nationale durable, apprécie l'ouverture d'un dialogue national entre toutes les composantes et forces vives de la nation. Le Renadoc invite tous les acteurs politiques sans distinction aucune et tous les acteurs de la société civile à conjuguer leurs efforts pour la tenue et la réussite dans un esprit républicain du dialogue national. C'est le cadre aujourd'hui qui peut permettre de passer au peigne fin les causes profondes de la dégringolade actuelle du pays et de pourvoir des solutions et de voies de sortie idoines. Ainsi, pour les Renadoc, ce dialogue national ne doit en aucun cas remettre en cause le cadre institutionnel existant parce qu'il s'agit d'une nécessité pour sauver la nation congolaise de tous les dangers qui la guettent aujourd'hui. Nous allons parler de l'environnement dans cette réaction de certains responsables de ces secteurs qui réagissent sur la coupe du bois à travers le pays, nous dit Mainzan. Ma cliente, la société Terco, se trouve exposée au mépris public et à la vindicte populaire s'agissant de bois dont elle a la propriété et pour lesquels elle exploite, selon toutes les autorisations requises. Et c'est même pour cela que nous sommes résolus à porter en termes de rectification un démenti aux images qui ont été diffusées à vos éditions du journal télévisé d'hier et pas plus tard qu'encore de 13h30 ici. Il est indubitable que les bois qui ont été à tort portés la connaissance de l'opinion internationale et nationale sous le sceau d'une exploitation irrégulière, ces bois sont une propriété de Terco. Et nous mettons quiconque, la Terco met quiconque à défi de venir prouver le contraire parce qu'elle a dans ses archives, dans sa documentation, dans son secrétariat, tous les titres et toutes les autorisations en la matière. Et nous prévenons que la prochaine fois, la société Terco qui exerce régulièrement ses activités, la prochaine fois qu'elle se verra attentée dans son honneur, dans sa dignité, elle pourra saisir les instances judiciaires afin que justice lui soit rétablie. Si on a parlé de l'irrégularité de ces bois-là, c'était par rapport au matériel que la société Terco utilise. Mais nous ne pouvons pas rester dans la même définition de l'exploitation forestière de 1942. Si bien que le monde évolue, nous aussi nous évoluons. Nous avons présenté au ministre nos desiderata pour dire que l'arrêté 035 du Code forestier doit être changé par rapport aux réalités des faits. La société Terco a des matériels industriels, bien sûr, mais c'est un natif de ces pays. Ça ne peut pas l'empêcher de travailler pendant qu'il respecte les conditions que l'État lui donne. De l'environnement à l'énergie, il n'y a qu'un pas. Ici, l'autorité des tutelles a discuté tour à tour avec les directeurs des opérations de la Banque mondiale et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique du programme du gouvernement du service énergétique. Le service énergétique rural va devenir un modèle du développement de la République démocratique du Congo. L'Agence nationale de ces services nécessite d'importants financements. M. Estache Oayoro, directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC, est venu s'enquérir des besoins financiers auprès du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Bruno Kapanji-Kalala, qui a la responsabilité de matérialiser la vision du chef de l'État dans ce secteur. C'était l'occasion pour les deux personnalités de faire le tour d'horizon des projets en cours. Dans la même perspective, l'ambassadeur des États-Unis en RDC est très intéressé par cette stratégie du service énergétique rural qui, en même temps, contribue au développement des milieux ruraux et un frein au déboisement, l'une des causes du réchauffement climatique. James Entwistle est venu dire à M. le ministre la disponibilité du pays d'Obama d'apporter son appui à ce secteur. Tout naturellement, le ministre Bruno Kapanji reste dans la logique du chef de gouvernement Augustin Matata qui a su,
allier efforts internes et appui extérieur. Pour l'Agence nationale du service énergétique ANSER, le gouvernement s'est engagé à financer la modernisation de quelques villages pour donner le temps à ce programme gouvernemental. Au quartier général de la MONUSCO, le représentant spécial du secrétaire général a fait le bilan des activités de la police onusienne en République démocratique du Congo pour l'exercice 2012. La vidéoconférence de presse hebdomadaire de ce mercredi 20 février 2013, présidée par le porte-parole de la MONUSCO, Madnoj Mounoubaye, était centrée sur le bilan de l'année 2012 de la police MONUSCO. Concernant le bilan des activités de la police MONUSCO en 2012, le général Abdallah Wafi, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, chargé de l'état des droits, a indiqué que le bilan de son entité était positif en 2012. On retiendra que sur le plan opérationnel, la police MONUSCO a soutenu la police nationale congolaise dans la préparation du sommet de la francophonie tenu en octobre passé à Kinshasa. Quant à la reprise de la ville de Goma au Nord Kivu, la police MONUSCO a contribué à la sécurisation des camps des déplacés et a appuyé le processus électoral. En ce qui concerne le volet formation, la police MONUSCO s'est attelée au renforcement des capacités professionnelles de la police nationale congolaise au centre d'instruction de Mungonga à Goma, de Kampalata, province orientale, et de Kassangoulou au Bas-Congo. S'agissant des infrastructures réalisées ou en cours de réalisation dans le cadre du plan de stabilisation, 76 infrastructures ont été réalisées au profit de la police nationale congolaise. Sur le plan de l'actualité, le porte-parole de la MONUSCO, Madnoj Mounoubaye, a annoncé que Roger Miss a quitté Kinshasa pour se rendre à New York où il va rencontrer les représentants des pays contributeurs des troupes et polices. Son agenda prévoit également la présentation devant le Conseil de sécurité des Nations Unies du rapport du secrétaire général Ban Ki-moon sur la République démocratique du Congo. Cependant, le lundi prochain, il sera à Bruxelles où il participera à une réunion du groupe de contacts sur la République démocratique du Congo. Un enfant de 3 ans a été retrouvé abandonné au quartier Mombele. Nous sommes dans la commune de Limete. L'ONG APEV de Mme Godelive Maza, qui l'a récupéré, lance un appel pathétique aux personnes de bonne volonté pour venir au chevet de ces pauvres innocents. Christine Lezo nous en parle. Un enfant de 3 ans a été retrouvé jeté devant la parcelle de l'ONG Action pour vulnérables APEV sur l'avenue Maimpili, numéro 24, au quartier Mombele, dans la commune de Limete. Elle a été récupérée par la responsable de cette ONG, Godelive Maza, le matin du dimanche 17 février 2013. C'est la 4e fois que son ONG, a-t-elle dit, récupère les enfants abandonnés, soit devant son ONG ou dans son hôpital après accouchement. C'est elle qui s'occupe de ces abandonnés en assurant leurs soins de santé et leurs études jusqu'à un âge avancé avant de le confier aux services appropriés de l'État. Elle lance un appel aux bonnes volontés pour leur venir en aide. Cet enfant perdu s'exprime à Kisuku, qui est l'une des langues parlées à Kenge dans la province du Bandundu, au village Kianga, chez les Yaka. L'enfant dit que son père s'appelle Yapapi et sa mère Yagiselle. Yazizel ye moko kombo na ye Dani. Donc to lokotiye na dimanche 14h. Que les autorités du pays nous aident. Je souhaite qu'il y ait un partenariat entre mon ONG et le gouvernement, surtout pour ces genres de situations. Le souhait de Mme Maza Godelive est de voir les parents biologiques de cet enfant venir le récupérer dans son ONG. Au cas contraire, son ONG assurera un bon encadrement de cet enfant avec le concours des bonnes volontés. Nous allons boucler ce journal par ce communiqué nécrologique. Le corps du génie militaire de FARDC informe les officiers, sous-officiers, gradés et soldats des FARDC, amis et connaissances, le décès du capitaine Moussoma Ouamouzata, Donatien, décès survenu le 16 février 2013 à 2 h du matin de suite d'une courte maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Vendredi 22 février 2013,
Levée du corps de la morgue de l'hôpital général de Kinshasa pour la résidence du défunt située sur l'avenue de la Présidence numéro 5, quartier des officiers au camp Kokolo. Samedi 23 février 2013, l'enterrement au cimetière de Kinkole, Saloumou Mbilika Constantin, colonel, qui a signé donc ce communiqué pour le compte de FARDC. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition d'information réalisée par Simon Kankolongo avec le concours rédactionnel de Julio. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 23 h avec Bludor Balikelai. International.